Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau sujet, un sujet qui divise. On va parler aujourd'hui des centres de formation. Est-ce qu'ils sont vraiment là pour former les futurs talents, les talents de demain, ou en fait sont devenus de véritables machines à cash et du coup des entreprises limite pour chercher la rentabilité. Le cas de l'OL, dernièrement, avec les phrases de l'entourage et de John Textor, qui s'interroge sur la capacité ou non à garder l'académie, forcément ça titille l'esprit. Parce qu'on est en train de se dire que quand même on parle de l'un des clubs les plus formateurs sur ces 15-20 dernières années, qui a réussi vraiment à grandir grâce à son centre de formation. Et aujourd'hui, du coup, prenons le temps de décrypter un peu tout ça pour comprendre comment tout cela fonctionne et voir quelle est la meilleure démarche peut-être à affilier, ou du moins prendre le temps au moins de se poser ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? En France, c'est environ 50% des joueurs professionnels qui sont passés par un centre de formation agréé par la FFF. Un club comme l'Olympique Lyonnais, c'est plus de 400 millions d'euros générés en transfert grâce à son centre de formation sur la dernière décennie. Et après, il y a aussi, il faut comprendre, parce que là j'ai parlé de football, mais contrairement au football, en fait, dans le basket ou dans le handball par exemple, les centres de formation ne profitent pas en fait des indemnités de formation par exemple. Et en fait, ça change complètement la donne sur le modèle économique. Alors, les centres de formation sont-ils toujours des lieux de transmission et de savoir, ou devenus de véritables centres de profit ? On va décrypter cela tous ensemble. Bienvenue sur Field Goal, le média qui vous apprend comment vivre du sport. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chapitre 1, l'origine des centres de formation, un modèle pensé pour la performance. Alors déjà, pourquoi les centres de formation ont été créés ? On va dire que c'est dans les années 70-80. En fait, il y a eu une explosion des centres de formation, on va dire des académies en Europe, même s'ils n'étaient pas encore structurés comme maintenant, pour répondre aux besoins de formation interne, éviter, on va dire, les transferts coûteux. Le rôle, il était clé, il était double. Déjà, pouvoir avoir à moindre coût des jeunes qui sont proches du territoire, donc une forte identité régionale, et grâce au travail effectué, assurer la pérennité sportive des clubs. D'où des clubs comme Nantes, comme Auxerre, qui à un moment donné ont vécu grâce au travail effectué sur la formation. Et en fait, quand on prend l'objectif du coup initial, au-delà des anecdotes que je viens de vous partager, on en a 3. Former des joueurs pour l'équipe première et maintenir l'identité du club. Comme je vous ai mentionné, Nantes, Auxerre, Sochaux, à sa belle époque, l'a très bien connu aussi, l'OL, bien évidemment. Et quand on avance autour de ça, il y a le FC Barcelone aussi, bien évidemment. Fournir des talents aux équipes nationales, donc là pour le coup c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Mais pour le coup, quand tu es adopté, tu es affilié, et que régulièrement tu es été en équipe nationale et que tu formes très bien, ça crée des talents qui sont de niveau supérieur parce qu'ils vivent des compétitions de niveau supérieur. Limiter les dépenses en transfert en produisant ses propres joueurs. Parce que quand on n'a pas des finances extensibles, vaut mieux investir sur sa propre formation et se dire qu'on va amener les joueurs vers le niveau idéal. Il y a des centres qui sont bien évidemment emblématiques. J'ai mentionné l'OL tout à l'heure, mais c'est surtout l'Ajax Amsterdam. 55% des professionnels de l'Ajax sont passés par le centre. Et ça reste quand même une référence mondiale, notamment à l'ancienne, avec des grands joueurs qui sont sortis. Et l'idée, c'est de continuer de pérenniser cela. Et quand l'Ajax avait fait sa grande épopée, il y a encore quelques années, là, ils avaient fait une demi-finale de Ligue des Champions, les De Jong et tout ça, à un moment donné, c'était des gars qu'ils ont formés chez eux. L'évolution, chapitre 2, l'évolution vers un centre de profit, de business et rentabilité avant tout. Parce que la chose qu'il faut se poser dans notre réflexion, c'est comment le centre de formation est devenu une source de revenus. Les clubs monétisent leur jeune talent, la vente des joueurs à des clubs plus riches. Monaco, notamment avec Mbappé. Monaco paye, j'ai vu dans un reportage, RMC, c'est 400 000 euros à peu près qu'ils avaient payé globalement à la famille, etc., pour que le gamin vienne chez eux. Derrière, tu vends des centaines de millions d'euros au PSG. Et en fait, même si tu as pris en charge sa formation, il y a un moment donné où s'explosent tous les compteurs.
il y a aussi le programme, notamment dans le football, des indemnités de formation et des mécanismes solidaires de la FIFA. Donc un club qui forme un joueur, qui perçoit un pourcentage sur ses transferts futurs. Exemple, il y a un club A dans lequel vous avez commencé à prendre votre licence. Vous passez par un club B et un club C pour vous former et devenir professionnel. Dès que vous êtes vendu à un club D, sur vos premiers transferts, on va dire, si vous avez une valeur marchande en tant que footballeur pro, il y a des revenus qui sont du coup ruisselés et descendus du coup au club formateur. Ce qui est quand même du coup plutôt intéressant dans la monétisation des clubs amateurs, mais pour le coup, c'est un vrai mécanisme de profit. C'est que sur les moments où les transferts au football avaient explosé, il y en a, ils ont dû bien se frotter les mains parce qu'ils sont de véritables plateformes d'un point de vue régional ou local. Après, derrière, la valorisation boursière. Certains clubs sont cotés en bourse et valorisent leurs centres comme des actifs stratégiques. Aujourd'hui, l'Ajax Amsterdam, quand les financiers regardent un peu l'identité, etc., ils se disent, mais en fait, c'est reconnu pour avoir une formation qui est quand même d'excellence. Et donc, du coup, le modèle économique des grands centres de formation, ça donne quoi ? C'est des budgets moyens dans un centre de formation entre 5 et 15 millions d'euros par an, en fonction des clubs. Un club comme le PSG, ça investit plus au-dessus des 10 millions par an dans son centre de formation, même si ces jeunes sont rarement intégrés. Mais en fait, en formant bien tes jeunes, vu que tu investis beaucoup, c'est qu'ils se disent, on va peut-être les faire. Pour les tout meilleurs vont essayer à rentrer au PSG, et les autres, ils seront vendus à d'autres clubs. Et en fait, ça fait une économie supplémentaire. Et en fait, c'est comme ça que tu arrives parfois à rentabiliser ton CDF. Les clubs comme en Angleterre vont encore même plus loin, parce qu'ils disent, des clubs comme Chelsea, par exemple, ils signent des dizaines de jeunes joueurs, ils les prêtent, et ensuite ils les revendent. Ils les prêtent ailleurs pour faire augmenter, on va dire, leur valeur, et ensuite ils les revendent, alors qu'ils ne vont jamais faire les jouer. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de mécanismes limites de rentabilité. Et en fait, on atterrit maintenant à une dérive du modèle. Parce que, il y a des recrutements qui sont ultra jeunes, et heureusement, à un moment donné, les fédérations internationales ont régulé les choses pour qu'on ait pu chercher des gamins de 10 ans n'importe où, et qu'il y ait une régulation au moins à 16 et 18 ans. Et donc du coup, ça c'est plus clair. Les trafics de joueurs, malheureusement, parce que avec les faux âges, des contrats abusifs, notamment dans certaines régions mondialement, ça crée des difficultés. Et après, on peut parler, entre guillemets, de joueurs parfois qui sont sacrifiés, parce qu'il y a seulement un joueur sur 10 qui a passé pro. Et quand je dis un joueur sur 10, je suis déjà gentil. Parce que franchement, on parle plutôt sur un joueur sur 50 ou sur 100. Et en fait, que deviennent les autres ? En fait, on se dit que s'il y en a un qui est capable de maximiser et d'avoir une valeur marchande, les autres, quand ils vont sortir, même s'ils ont moins produit de trucs, le gars qui va sortir va tellement être fort que pour le coup, ça va valoir le coup de prendre le temps de le former et de l'accompagner dans sa démarche. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, forcément, je ne vous ai pas mentionné les juridictions et autres avec Jeunesse et Sport pour labelliser ce centre de formation. Je suis là aujourd'hui pour vous faire comprendre comment les choses fonctionnent globalement et comment ces clubs arrivent à pérenniser, à faire en sorte d'investir ou non dans leur centre. Il y en a qui l'ont très bien compris. Quand tu arrives à le faire, tu fais forcément avancer tes joueurs et forcément le niveau moyen il augmente, donc forcément ça va être intéressant pour la suite. Mais quand tu cherches la rentabilité tout de suite, forcément ça pose plus de problèmes, parce que c'est vrai que globalement, si on prend la grande proportion des centres de formation et pas seulement l'élite, comme j'ai mentionné les Ajax, les LOL ou le PSG, c'est plus de coûts que de sorties dehors. C'est oui, le travail de formation est très moyen. Et du coup, sur un chapitre 3, on va parler de qu'en est-il des e-sports. Quand on parle du basketball et du handball, par exemple, parce qu'il y a un modèle différent, on ne parle pas de transfert, et les modèles et les salaires sont beaucoup plus moindres. Et en fait, pourquoi ces deux sports, par exemple, n'ont pas le même modèle ? En fait, contrairement au football, il n'y a pas de transfert monétisé entre les clubs formateurs et les clubs professionnels. Les seuls qui payent, c'est la NBA, quand il y a, par exemple, si un joueur français, et par exemple, Rudy Gobert à l'époque à Cholet, il avait un contrat, il s'est présenté à la draft, il a été pris par Utah, et il y avait des discussions pour que son transfert, entre guillemets, pour le libérer de son contrat, l'équipe NBA, donc en l'occurrence c'est Utah Jazz, paye 500 000 euros. 500 000 euros. Et à l'échelle du foot, c'est pas grand-chose. Et là, on parle quand même de la NBA, qui est la plus grande ligue au monde. Donc quand on parle du coup de transfert de club à club, c'est même pas un truc qui existe, ça n'existe même pas. Alors oui, il y a quelques joueurs qui ont été débauchés à droite à gauche, et donc du coup il y a quelques coups de formation. Il y en a qui étaient sortis pour 50 à 70 000 euros de certains clubs
formateur français pour aller dans d'autres clubs, mais en fait, la rentabilité, elle est nulle. Parce qu'en fait, si le joueur n'explose pas, il ne va rien se passer. Donc en fait, généralement, le centre de formation, ça peut être quelque chose qui crispe dans ces sports-là, un peu les financiers. D'où la volonté de trouver des financements supplémentaires. Certes, via les subventions publiques et locales, mais aussi via des sponsors privés. L'académie Gauthier, le Gauthier, qui est commerçant, par exemple, cette ancienne commerçante, qui sponsorise, après ça peut être à travers des dons, du financement ou autre, son club. La Tony Parker Adéquate Academy. C'est du sponsoring privé qui fait qu'on arrive à créer quelques modèles intéressants. La formation aussi, formation d'entraîneurs et d'éducateurs pour diversifier aussi les revenus. Oui, parce que de plus en plus de clubs ou de centres de formation se disent en fait, on va peut-être créer des centres et des organismes de formation pour pouvoir, on va dire, capter l'audience ou capter les potentiels élèves qui sont nos jeunes de chalandise et pouvoir les faire payer des coûts de formation et qu'on peut valoriser grâce à notre expertise. Et donc en fait, on se rend compte que dans ces sports-là, le handball ou le basketball par exemple, avoir un centre de formation structuré, ça part vraiment d'une démarche qui est identitaire. S'il n'y a pas d'identité autour de ça, s'il n'y a pas une réelle volonté de la part des cadres techniques d'avoir une réelle démarche et d'avancer, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Et heureusement, la structuration du modèle économique, notamment dans le basketball et aussi dans le handball, fait que de plus en plus on cherche à faire rejaillir et faire ressortir de nouveaux talents. Parce que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a une adhésion du public localement, du coup de meilleures ventes, une meilleure exposition et du coup des sponsors intéressants. Chapitre 4, la performance versus le profit, lequel l'emporte. Les clubs misent sur la performance. La Real Sociedad, Athletic Bilbao, eux, ont pris une identité qui est formée ultra-locale. Le FC Bayern, le FC Barcelone, avec la Masia, il y a la mise en avant des jeunes, avec une stratégie, même si qui est en crise depuis quelques années, a porté globalement ses fruits avec des joueurs qui sortent chaque saison du Barça. Il y a des clubs qui cherchent pour le coup, à l'opposé, à maximiser les profits tout de suite. On parle du Chelsea, Salzbourg, Benfica, qui ont des modèles assumés de revente de joueurs. Et donc ils sont sur ce modèle-là, dans le football. Et en fait, la question, c'est peut-être de se dire, est-ce que les clubs doivent choisir entre profit et performance ? Je pense qu'il y a un équilibre qui est possible, même s'il reste de plus en plus rare dans le football moderne notamment. Les clubs doivent désormais optimiser leur stratégie sportive et économique pour survivre. Il y a des choix financiers à faire, et c'est les clubs qui sont les plus en difficulté qui en parlent, d'où, pour rebondir à ce qu'on disait en introduction, le cas de l'OL aujourd'hui, qui, de par des mauvais choix faits par le passé ou des cadres techniques qui ont été sortis des équipes qui ont fait pourtant performer le club, notamment chez les jeunes, ils ont voulu basculer à un moment donné sur un truc purement spéculatif, modèle économique, machin, le truc s'est cassé la gueule. Donc du coup, maintenant on parle d'audit, on parle de réflexion. Mais c'est pas évident de mettre en place cette dimension-là pour pouvoir valoriser des joueurs et valoriser globalement son centre de formation. Et quand on comprend cette démarche-là et qu'on se dit que un joueur formé, c'est savoir aussi optimiser les coûts. Parce qu'un joueur formé en interne coûte 10 fois moins cher qu'un transfert, notamment au football. Quand on se dit que des clubs qui existent au niveau professionnel aujourd'hui, comme la Real Sociedad, où 70% de son effectif vient du centre de formation. Sur l'Athletic Bilbao, pareil, ça vient du territoire. On se dit qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, c'est des choses où il faut prendre le temps de pouvoir assumer des responsabilités et assumer les coûts de formation qui s'en suivent. Parce qu'en fait, les centres de formation, ils n'existent que par le financement externe, notamment dans les autres sports comme le basketball ou le handball, parce que sinon, ils ne génèrent quasiment rien financièrement. Donc c'est le giron d'un acteur local, un privé, d'un propriétaire, qui fait que le centre de formation, finalement, il arrive à tourner au-delà des subventions publiques. Et quand on se rend compte de ça, on se dit que ça peut poser la question de savoir si c'est un centre de profit ou un centre de performance. Et en fait,
Maintenant qu'on se dit ça dans notre démarche, est-ce qu'on pourrait, par exemple, s'imaginer que les centres de formation aujourd'hui puissent être des centres d'excellence d'un point de vue plutôt académique du terme? Je dirais oui et non, parce que ça part plutôt de la genèse qui est liée à la performance. Mais par rapport à la construction derrière et s'il y a des modèles de rentabilité ou de sources de revenus, c'est notamment la création de valeur et potentiellement la création de revenus, de contenu aussi, qui va faire qu'on va réussir peut-être à créer un modèle autour de l'académie, du centre de formation, à l'instar de ce que peuvent être les écoles privées aujourd'hui, pour faire en sorte qu'elles soient de plus en plus valorisées. Certains clubs comme le Paris Basket commencent à le faire aussi, dans la création de contenu, avec des marques ou des médias qui s'approchent notamment du centre de formation. Mais derrière, la démarche, elle est que aujourd'hui, le modèle, il est quand même hyper restreint, notamment en Europe, sur les clubs qui sont, les sports qui sont en dehors du football. C'est pour ça que dans le basketball, le format proposé en NCAA, notamment avec les NIL, je l'ai mentionné dans une autre vidéo, on est typiquement dans le truc où on arrivait, même si le modèle est quand même différent aux États-Unis, les universités sont quand même arrivées à générer une telle attraction qu'aujourd'hui, on peut accueillir des joueurs et dire qu'on est dans un modèle plutôt de rentabilité. Et que les universités américaines sont maintenant des centres de profit. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Qu'est-ce que vous pensez de la démarche globalement par rapport à cette réflexion autour des centres de formation, centres de profit ou de performance? C'était Phil Gould, le média qui vous apprend comment vivre du sport et à comprendre comment le sport fonctionne. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!